Éric Revel, vous me disiez à l'instant, Éric, que les chefs d'entreprise sont très inquiets sur l'énergie. Oui, c'est ce qu'ils vous disent. Oui, mais oui, bon. quand vous voyez comment les Américains subventionnent toutes les délocalisations d'entreprises depuis Joe Biden, avec un gaz de schiste qui coûte rien, l'énergie coûte rien aux États-Unis, on peut qu'être inquiet. Allez leur dire, écoutez, moi je démissionne parce que, si j'ose dire, parce que ils ne nous entendent pas. Donc ils savent tout et ils ne nous entendent pas. Alors Bruno Retailleau, je trouve d'ailleurs que Bruno Retailleau, elle est très intéressante sa déclaration. Pourquoi ? Parce qu'elle lui ressemble. Et c'est formidable cette authenticité, cette sincérité d'assumer d'être ce qu'on est. Je trouve qu'il a raison de ce point de vue-là. Il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Et on a eu tellement le cirque de la communication depuis tant d'années qu'on a besoin de crédibilité, on a besoin de sérieux, on a besoin d'honnêteté, on n'a pas besoin du roi de la parole. On vient d'avoir le roi de la parole pendant 9 ans. Donc on a simplement besoin de résultats, d'engagement fort, et c'est cela qui est passé hier. Et il y a une authenticité chez lui que d'autres n'ont pas. Moi je retiens de son message, M. Retailleau, ce qu'il a dit sur la fierté. Parce que quand on avait un président de la République qui expliquait qu'il n'y avait pas de culture française, lui, il parle de la fibre de la France et il veut s'y attacher. Écoutez Bruno Retailleau. Je serai le protecteur de la France des travailleurs, pas de la France des profiteurs. Enfin, je veux agir pour faire renaître la fierté française, parce que rien n'arrête les peuples fiers, rien. Et je veux donner aux jeunes Français une France à aimer. Je défendrai notre mode de vie, notre culture, nos coutumes, notre civilisation. N'ayons pas honte de la France. Au contraire, soyons fiers d'être Français. C'est à cette condition que nous relancerons une France debout, une France indépendante. Eugénie Bastier. Non, mais je pense qu'on peut reconnaître à Bruno Retailleau une constance qui tranche effectivement avec le en même temps macronien et les allers-retours et le côté un peu erratique de la politique macroniste de ces 10 dernières années. C'est sûr qu'il a une honnêteté, une constance, il dit la même chose depuis des années, on ne pourra pas le prendre en défaut, c'est très cohérent. C'est un conservateur libéral. Libéral conservateur, et je pense que effectivement la France aurait besoin, selon moi, d'une proposition libérale conservatrice, libérale en économie, parce qu'effectivement on est un pays qui dépense trop, et qu'il va falloir... de toute façon, quiconque arrivera au pouvoir en 2027 devra mettre en œuvre un plan d'austérité, c'est certain. Il y a plus d'argent, donc même le Rassemblement national qui promet monts et merveilles et qui a un programme infinançable ne pourra pas le mettre en œuvre. Simplement, je pense que quelqu'un qui a l'honnêteté de le dire sera plus crédible peut-être, mais effectivement, est-ce que ce discours de rigueur peut toucher les Français et permettre d'être au second tour de la présidentielle? Je n'en suis pas sûre, parce qu'il y a un côté potion amère qui n'est pas forcément le plus démagogique. Les Français veulent qu'on leur dise la vérité, sans doute. Je ne suis pas sûre. La majorité des Français, par exemple, sont pour la retraite à 62 ans, qui est intenable. Oui, donc, Maï-Hélène Trémollet, je ne suis pas sûre. Quelle est la position de Bruno Retailleau sur la retraite? C'est le nombre d'annuités? Alors, il va proposer une réforme des retraites avec une dose de capitalisation. Moi, ça va être très compliqué, mais c'est sûr qu'il est pour le rallongement de la durée de cotisation. En tout cas, il me semble que l'éthos, comme on dit, de Bruno Retailleau, au contraire de le desservir, le servira. C'est-à-dire cette posture d'être simplement lui-même. Et ça, c'est important. De jouer un rôle. Exactement. De ne pas jouer un rôle. Et effectivement, il ne faut pas entendre les communicants dans ces cas-là. Faut pas qu'il soit un autre. Il faut qu'il soit lui-même. Et il y a ce que j'entends là est intéressant. C'est pas certain que sa proposition séduise. En fait, il n'est pas dans la séduction, si vous voulez. Moi, ce que je retiens de son intervention, c'est qu'il dit qu'il veut répondre aux angoisses des Français, donc il veut répondre par la stabilité, etc. Mais ce n'est pas un discours qui est très agréable à entendre. Donc, il faut parier que les Français chercheront effectivement la rigueur dont vous parlez. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans les colonnes du Figaro. Il dit « Je ne suis pas un personnage romantique ». Donc, il y a un choix assumé dès le début de ne pas faire de grandes plans de communication. Il a raison d'avancer sans masque. Je suis d'accord. On a toujours raison d'avancer sans masque. Ouais. Il y a aussi des stratégies de communication qui fonctionnent très bien. Par exemple, la stratégie de communication de Sarah Knafo à la mairie de Paris, c'est complètement différent, c'est radicalement différent. On pense au manteau jaune, aux vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Mais parce que ça fonctionne correspond à sa personnalité. Sa personnalité est plus expansive, sans doute. Oui. Monsieur Retailleau, c'est quelqu'un qui va travailler sur le fond et qui va proposer un contrat de confiance avec les Français. Est-ce qu'ils l'accepteront ou pas, je n'en sais rien. Mais il va travailler sur le fond.
C'est ça qui est intéressant. Et puis il ne va pas dire n'importe quoi, comme d'autres ont dit en changeant de pied en permanence. Ce que disait Eugénie est juste. Il y a une cohérence. Georges Fenech. Alors la famille de droite, David Lisnard est candidat. Laurent Wauquiez a dit qu'il fallait une primaire à droite. Sous-entendu, c'est pas le président du Républicain. Il est toujours dans la course. Il est dans la course. Et derrière quand même. Il est loin derrière, Laurent Wauquiez. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est toujours Xavier Bertrand veut se présenter pour le PS, peut-être toujours un des Non, arrêtez. Arrêtez, non, mais là, ça serait soyons sérieux. Justement, je suis très sérieux. C'est un gaulliste social, mais c'est pas un PS. Il peut se présenter pour le PS. Il a à tous les gouvernements de Chirac avec Sarkozy. En tout cas, il me paraît plus proche aujourd'hui du PS que de Bruno Retailleau. C'est votre avis. Bon, non, vous ne trouvez pas qu'il est plus proche d'Olivier Faure que de Bruno Retailleau ? Non, je pense pas. Moi, j'ai l'impression. Bon. Et donc là, alors après, comment tu fais l'équation pour être au deuxième tour ? Ce que vous venez de décrire, vous trois, sur le profil, la constance, le sérieux, la ligne de Bruno Retailleau, je la partage totalement. Je pense les LR auront une très grande difficulté à être au second tour par le fait qu'ils ont été associés, que vous le vouliez ou non, au macronisme. En étant membre du gouvernement, même si chacun a essayé de jouer sa toute petite musique en amortissant, notamment M. Retailleau, à l'intérieur, en essayant de faire des choses. Et ils n'ont pas voté les motions de censure. Moi, ce que j'entends sur le terrain, j'ai encore des contacts avec des amis, c'est ça qui ne pardonne pas. Voilà. André Valény, votre sentiment Moi, je partage tout ce qui a été dit sur la rigueur de Bruno Retailleau, que j'apprécie beaucoup. La rigueur et Bruno Retailleau. C'est pas un homme des punchlines, des communicants, du slogan, de l'affiche en couleur. C'est quelqu'un de très authentique, de très conservateur. Moi, je suis socialiste, donc je n'ai aucun mal à lui rendre hommage, parce qu'en plus, je le connais bien. Je l'ai pratiqué, si j'ose dire, au Sénat. On était collègues. Je l'ai pratiqué quand j'étais au gouvernement. C'est un homme droit. C'est un homme d'une grande rectitude. C'est pas un homme des coups tordus. C'est pas un homme des coups fourrés. J'apprécie sa rigueur, son éthique, comme vous avez dit. Bon, cela dit, il est sur une ligne politique qui est la sienne. Je pense qu'il aura quand même du mal, parce que les Français n'aiment pas qu'on leur promette du sang, de la sueur et des larmes. Il est un peu sur la ligne de Fillon. D'ailleurs, il était directeur de campagne de Fillon en 2017. Je le regrette pour lui parce que je l'aime beaucoup, mais il va avoir du mal. André Valény, par exemple, vous pensez que le Rassemblement national est xénophobe et d'extrême droite. Or, Bruno Retailleau dit exactement la même chose que le Rassemblement national sur l'immigration. Il n'y a aucune différence entre le programme de Retailleau et le programme de Marine Le Pen. Alors pourquoi, d'un côté, Marine Le Pen est infréquentable et Bruno Retailleau, vous en dites du bien ? Pourquoi vous c'est une bonne question, André. Parce qu'elle pose des questions. Elle pose des bien meilleures questions que moi. C'est vous qui l'avez Pas du tout. Ah non, je trouve qu'elle pose et elle les pose mieux que moi. Non, mais le Rassemblement national a un soubassement idéologique, a un passé. Vous dites toujours que les partis ont une histoire. Les partis ont une histoire, c'est vrai. Le Parti communiste a une histoire, mais le Front national aussi. Voilà, autrement. Retailleau est un conservateur libéral sur le plan économique. Il n'est pas xénophobe. C'est un homme. C'est exactement la même chose. C'est un humaniste. C'est un humaniste conservateur. Oui. Moi, j'adore André Valény. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque à Georges Fenech ? Vous savez ce que les Français pardonneront pas au LR, au-delà de ce que vous avez dit sur participation active ou pas au gouvernement, c'est qu'ils ne soient pas opposés au passage d'un budget socialiste à l'Assemblée nationale. Et ça, je peux vous dire que ça a marqué les esprits. Alors vous pouvez me rajouter que c'est Laurent Wauquiez qui a la main sur les députés, puisque c'est le président du groupe à l'Assemblée nationale. C'est juste. Mais ça, je peux vous dire que ça va extrêmement parler aux gens. Quand vous votez un budget dans cet état-là, on a découvert hier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'après des années de tromperie sur les rentrées de TVA, il y avait encore 7 ou 8 milliards de TVA qui manquaient. Donc tout ce budget-là, c'est n'importe quoi. Ils se sont opposés, mais sans en tirer les conséquences. Au nom de la stabilité gouvernementale. Mais arrête, Georges. Allez, on va écouter Maud Bréjon qui va parler. Ce qu'ils disent. Mais non, mais ils disent n'importe quoi. Voilà, ils voulaient garder leur siège. Arrêtez. Oui. Mais arrêtez de dire n'importe... Arrêtons de dire n'importe quoi. C'est ce qui a été présenté, en tout cas. Mais présenté, évidemment. Ils vont pas dire on veut garder notre siège. Oui. Vous savez pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'on a la trouille. Voilà pourquoi on vote le budget. Parce qu'on a la trouille de le perdre, notre siège. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, par exemple, ils y sont très opposés et à aucun moment ils ne votent censure contre le gouvernement dans les jours qui viennent. C'est assez... Je vous assure. Certains Français trouvent ça incompréhensible. Pour le candidat LR, quel qu'il soit. Mais c'est comme... je veux dire, monsieur Le Cornu... je jette tout, quoi. Il avale tout. Il est prêt à tout. Voilà. Et les couleuvres, elles passent dans les arrives. C'est le budget socialiste. Il vient de l'UMP. Mais ils se regardent parfois, ces gens-là. Franchement, c'est effrayant ce qu'ils sont.
Effrayant, aucune conviction, rien, régner pour régner, le pouvoir, la voiture à cocarde, il n'y a que ça. T'as bien fait de venir. Hein. Ah Oui, non, bah, non. Bon, pour une fois, c'est toi. écoutons, non, mais D'habitude, c'est André. les partis ont une histoire. Il y a quelqu'un qui me dit Laval était socialiste. Hein. Il vous le Oui, rappelle. bien avant 40. Oui, il avait trahi le PS dans les années 30. Oui, ben, je vous dis, il y a quelqu'un qui a Mussolini aussi était socialiste à l'origine. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, vous dites, je suis socialiste. Oui. Donc vous dites les partis ont une histoire. Donc je vous dis, Laval était socialiste, c'est tout. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ah bah oui, ça, il y a longtemps. Oui, mais il était quand même socialiste. Le Rassemblement. Bon, écoutez, Maud Bréjon. Opposé de la fierté française, vous avez cette sortie de Jean-Luc Mélenchon que vous avez peut-être entendu, où il aime la Marseillaise et il pense à Gaza. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Bah écoutez, Jean-Luc Mélenchon. Et je vais vous en dire une qui va faire horreur et provoquer des histoires, mais ça fait bien réfléchir. Voilà qu'on parle. Moi, j'ai toujours chanté la Marseillaise, je vous parle franchement. Des fois, les paroles paraissent quand même un peu dures. Mais elles sont un peu dures, évidemment, c'est un chant de guerre. Bon. Tous les autres s'étaient ligués contre nous, les Français, et puis nous voilà partis à la bataille. Donc les guerres, c'était comme ça, quoi. Et depuis quelque temps, les massacres de guerre me mettaient mal à l'aise. Pas avec l'hymne national, je ne l'ai jamais été. Et l'autre soir, c'est une copine qui m'a dit à côté, si tu veux que ça passe mieux, t'as qu'à penser que t'es en train de chanter ça à Gaza. Et moi, je me suis dit, c'est elle qui a raison. Ceux qui viennent jusque dans nos bras, etc. Alors ça m'a mis à l'aise. C'est pour vous dire, il y a toujours le ressort. Et quand je vous vois, voilà, je dis la réussite, elle est là de ce qu'on a entrepris, parce que vous répondez à l'appel. Bon. Ça veut dire qu'il appelle les Gazaouis à prendre les armes citoyens. Enfin, j'ai du mal à... Surtout cette espèce de réductio ad Gazaoum en permanence, c'est-à-dire que tout revient à la guerre... au conflit israélo-palestinien. Tout est ramené à ça, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. C'est une obsession de Rima Hassan, qui ne parle que de ça matin, midi et soir, y compris pour l'affaire Epstein. Elle ramène ça à Israël, au Mossad, etc. Et c'est quand même... ça devient une obsession mortifère. On va parler de la commission d'enquête, la fameuse commission d'enquête de l'audiovisuel. Mais alors, là, vous avez lancé, cher André Valigny, forcément un petit sujet. Il y a beaucoup de gens qui vous répondent, évidemment. 85% des hauts fonctionnaires de Vichy étaient socialistes et encartés comme tels à la SFIO. Ces chiffres sont historiques. C'est vrai ? Les partis ont une histoire. 85% des hauts fonctionnaires de Vichy étaient socialistes. Sur les 80 députés qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain, 72 étaient de gauche. 72 sur 80. Eh oui. Ça... Bon, Charles Aloncle, je vous rappelle que c'est la commission d'enquête, et on en parle tous les jours, commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors, il y avait une question hier qui a été posée sur les indemnités, comment elles sont calculées, et les avantages, même au-delà des avantages, les privilèges. Disons-le, de France Télévisions. D'abord, il y a 14 semaines de congés payés, alors que les Français n'en ont que 5. Ben oui, mais c'est le service public, cher ami. 14 semaines de congés payés pour les journalistes. 14 semaines, ben oui. Qu'est-ce qui fait ton papa? Il travaille à France 2 et ta maman, elle ne travaille pas non plus. C'est ça? 14 semaines. Et puis des indemnités qui sont calculées différemment. Et puis, quand on va au Festival de Cannes, on dort dans des chambres à 1 700 €. Et tout ça avec l'argent... Et un salaire moyen, je crois, de 70 000 € annuels. Hein. Et tout ça avec l'argent des Français, chers camarades. Mais c'est le public. C'est vous qui payez, c'est Nicolas qui paye. Donc écoutez la question qui était posée à un administratif hier. 14 semaines. 14 semaines. Mais 14 semaines. Attendez, dans la presse française, c'est ça, hein? Ah bon? À TF1, c'est la même chose. Quand j'étais à TF1, on avait 10 ou 12 semaines. Mais bien sûr, puisque c'est une convention du service public. Quand TF1 a été privatisé... Et pourquoi Mais parce que le service public négocie les syndicats, c'est comme ça. Comme pour des fonctionnaires. Et ici, semaines, je pense qu'on doit avoir 5 ou 6 semaines, je ne sais pas exactement, je ne les prends pas toutes. Mais à TF1... Quand TF1 était passé du public à la privatisation, évidemment, dans l'échange, ils avaient gardé, à l'époque, quand j'y étais, on avait 12 semaines de congés payés. Donc, c'était... Ah bah oui, c'est 3 mois, quoi. C'était C'est incroyable.
Il y avait des... Ça fait 3 mois et demi. Moi, si tu voulais, tu étais 80 millions de trous financiers. Bon, alors en tout cas, revenons à Charles Lalonde, parce que comment sont calculées les indemnités? Vous avez une personne de France Télévisions qui répond hier. Comment est-ce que vous expliquez cet écart entre des indemnités de licenciement très élevées pour des cadres dirigeants et en même temps des objectifs de réduction des coûts pour les programmes et les contenus qui sont proposés aux Français? Sur la première partie de votre propos, en fait, il n'y a pas de distinction dans le calcul des indemnités de départ, que ce soit pour un salarié ou que ce soit pour un technicien, par exemple, ou que ce soit pour un cas dirigeant. L'indemnité de licenciement, elle est prévue par l'accord d'entreprise de France Télévisions. Elle est calculée avec des grilles qui sont connues, qui sont dans l'accord de France Télévisions. Et par rapport au droit commun, parce que le rapporteur a Par rapport au droit commun, elles sont plus élevées que le droit commun. Bien sûr, elles sont plus élevées que le Code du travail, mais elles sont légèrement plus élevées également, mais légèrement uniquement, que l'accord de branche. Par rapport aux salariés, dans une entreprise privée classique, c'est plus important. Oui. Et par rapport au secteur audiovisuel, y compris privé, c'est légèrement plus important. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on comprend bien. Monsieur le Président. D'accord. Ensuite, si effectivement vous avez un salarié, ce dont on parlait tout à l'heure, si vous avez un salarié qui a une quarantaine d'années d'ancienneté dans la maison, qui a un certain âge et un certain salaire, l'indemnité de licenciement étant calculée en tenant compte de l'âge et du salaire du collaborateur, effectivement, ça peut faire des montants très élevés. Vous avez compris qu'ils ont plus d'avantages. Et c'est ça qui est formidable d'ailleurs, parce que tous ces gens parfois qui viennent contester les avantages des autres, eux, c'est des hyper privilégiés. Hyper privilégiés à France Télévisions. Et c'est pour ça que cette commission, elle est vraiment utile. Parce qu'on aura ouvert... On aura ouvert quoi ? On aura ouvert quoi ? Le capot. On aura ouvert le capot. Ils sont notamment tous mis d'accord pour ne pas donner leur salaire. Oui. Christian Valeix était interviewé hier, était auditionné hier, et il disait qu'ils étaient tous... Bon, après, ils sont obligés de le transmettre dans tous les cas en document. Mais il disait qu'ils étaient lui, pas en plus, il n'a pas été très malin parce qu'il a dit que tous, ils s'étaient mis d'accord précisément. Oui, il a révélé. Il a révélé. On a tous dit qu'on allait faire pareil. Franchement, il n'a pas été très malin. Non, mais là, c'est du charabia, surtout. Quand vous avez 40 années d'ancienneté, moi, la question que j'aurais aimé lui poser, c'est avec combien vous partez de mois quand vous avez 40 années d'ancienneté, en fait. Parce que là, il vous dit c'est un peu plus élevé, mais très concrètement, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, en réalité, il vous dit que c'est plus élevé, mais on ne sait pas de combien c'est plus élevé. C'est pas du tout précis. Attendez. Ils partent avec 3-4 ans de salaire. Voilà, c'est ça la réalité. Mais je vous dis, c'est la même convention collective de TF1. Donc, je connaissais, la convention collective de TF1. C'est très comparable. C'est hyper avantageux. Tant mieux pour les salariés que nous sommes parfois. Oui, souvent, les journalistes aussi ont une convention. Oui, mais enfin, là, c'est du privé. Là, c'est du privé. Mais vous savez, c'est comme les intermittents du spectacle. C'est des systèmes hyper privilégiés. Mais si tu commences à parler des intermittents du spectacle, qui contestent parfois, qui sont souvent très à gauche d'ailleurs, mais si tu contestes le système qu'ils ont pour eux et que tu leur dis que c'est un système incroyablement avantageux et de privilégié, tu t'exposes à tous les foudres. Un gouvernement s'y était essayé. Oui. C'est Jean-Jacques Ayagon qui était ministre de la Culture. Sûr, il a dû reculer. Hein. Ah ben là, tu as tous les foudres qui tombent sur toi. Donc, les privilèges, c'est pour les autres. C'est pour ça que Retailleau aura du mal. Je reviens à la discussion précédente. Bien sûr. Retailleau aura, lui comme d'autres d'ailleurs, quand on veut s'attaquer à tout ce qu'il faudrait revoir dans le pays, on a beaucoup de mal parce que les Français... Il y aura pas le pays va à la faillite. Tous les experts le disent, en 2027, les finances publiques françaises seront par terre. Donc, si vous voulez, il faudra bien faire des réformes. Hein. Les efforts, c'est pour les autres. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil. Séverine Lebrun. Alors, j'ai appris qu'il y avait 2 rédacteurs en chef à compléter cette enquête. Il y a une émission tous les 15 jours. Donc, ils ont 2 rédacteurs en chef, c'est vous qui payez. Hein. Donc, elle est rédactrice chef adjoint. Donc, en fait... tu ne sais pas à quoi elle sert, parce qu'il y a déjà un rédacteur chef, c'est Tristan Valeix, donc il n'y a pas besoin de quelqu'un en plus. Parce qu'on sait comment ça se passe. Tu as une enquête qui est sur le terrain, tu as les reporters sur le terrain. Lui, il pilote l'émission et puis il fait sa petite interview à la fin tous les 15 jours. Il fait un quart d'heure d'antenne tous les 15 jours. Je suis passé. Bon, il a le droit. Et vous avez donc un rédacteur en chef, 2 rédacteurs. En fait, c'est l'armée mexicaine. Oui, mais il faut bien que le rédacteur en chef prenne ses 14 semaines de vacances. C'est l'armée mexicaine. La vérité, c'est que c'est l'armée mexicaine. Et c'est vous qui payez.
Donc écoutez, Madame Lebrun, parce qu'on l'a interrogée sur RSF, parce que RSF servait de base au reportage contre CNews, mais RSF n'est pas tout à fait neutre. C'est la question que lui pose Charles Laloncle. Eh bien écoutez, Madame Lebrun. Quand on s'empare d'une étude et quand on la diffuse ou quand on la médiatise, ça ne veut pas dire que nous sommes partie prenante de cette étude. En fait, c'est une information sur le débat public. Là, en l'occurrence, ça parlait du pluralisme politique sur les chaînes d'information en continu. Ça fait partie du débat de société, ça fait partie des questions qui intéressent les Français et c'est pour ça d'ailleurs que de nombreux médias s'en sont emparés. Quand Complément d'enquête évoque cette étude, ça ne veut pas dire qu'elle est partie prenante de cette étude, c'est juste qu'elle participe à ce débat. C'était intéressant dans un sujet qui était consacré à CNews, une chaîne d'information en continu. C'est très intéressant cet extrait parce que si on va un peu avant, la première question vient de Charles Laloncle et il cite l'Institut Thomas More, qui est plutôt conservateur, en expliquant que l'Institut Thomas More a analysé les contenus de compléments d'enquête et qu'il relève qu'une majorité de ces contenus sont des sujets qui, dans leur traitement, sont plutôt apparentés à un traitement socialiste ou progressiste. Là, la réponse des rédacteurs en chef de compléments d'enquête est justement une remise en cause de cet Institut Thomas More, de ses méthodes, etc. Et après, Charles Laloncle pose la question en disant « Et dans ce cas, RSF, par contre, il n'y a pas de problème. » Et là, ils disent « Ah bah, on peut les utiliser, mais on est quand même capable de prendre du recul. » Donc il y a quand même un deux poids, deux mesures qui est constant. C'est évident.